Marc-Sylvie, bonjour. Merci de nous recevoir et de nous accorder ce temps pour l'association pour l'Ukraine, pour leur liberté et pour la nôtre. Je rappelle très rapidement, vous êtes l'écrivain français le plus lu dans le monde avec des traductions en 50 langues. Merci surtout d'avoir consacré ce roman, votre 25e, au transfert forcé d'enfants ukrainiens par le régime de Poutine, et de cet engagement qui recouvre celui de notre association qui, vous le savez, a adressé fin 2022 un signalement au procureur de la CPI sur ces crimes qu'elle estime relever des qualifications de génocide et de crimes contre l'humanité. Vous racontez dans ce livre l'histoire des Kodova, une famille ukrainienne dont le père est absent sur le front et dont la mère, Véronica, qui est infirmière dans un dispensaire, découvre un soir la disparition de son fils âgé de 9 ans. Et avec sa fille, elle va se lancer dans une quête qui va révéler et tâcher de contrecarrer ce que vous avez appelé la symphonie des monstres. Le livre, vous avez décidé de le diffuser gratuitement en langue russe sur Internet. Ma première question: quand avez-vous appris que la Russie mettait en œuvre ce programme d'enlèvement et de déportation des enfants ukrainiens, et pourquoi cette décision d'en faire la matière d'un livre? Alors bonjour et merci de m'accueillir dans votre émission. En écrivant la trilogie des Neuf, dont le premier tome remonte à maintenant 3 ou 4 ans, j'avais commencé une longue enquête sur les agissements de la Russie, enfin de la Russie de Poutine. Je m'étais intéressé beaucoup à l'ingérence de la Russie dans les élections américaines, aux liens que la Russie avait tissé avec des oligarches et à l'ingérence de la Russie dans le processus du Brexit. Et avant cela même, aux raisons qui avaient poussé Poutine à soutenir le régime de Bachar el-Assad et à massacrer la population civile syrienne qui s'était rébellée contre le boucher Assad. Et derrière tout cela apparaissait la véritable nature du projet de Poutine, qui était la déconstruction des démocraties et de mener un combat finalement des autocraties et des dictatures contre les démocraties et de recréer un nouvel ordre mondial dans lequel les autocraties et les dictatures viendraient anéantir totalement les démocraties, l'Europe étant un des derniers bastions importants des démocraties. Je le pense d'ailleurs même plus que les États-Unis. Bref, tout cela m'a amené donc à suivre de très près les agissements de la Russie de Poutine à l'international, et j'ai pris connaissance par les sources par les liens que j'avais pu nouer avec de grands reporters dans le cadre de cette enquête, et par les sources que j'avais pu obtenir et avec qui j'avais gardé des contacts. J'ai pris connaissance assez tôt de ce programme. Alors on parle de déportation, de transfert. Moi, je crois qu'il faut appeler ça kidnapping parce qu'il s'agit d'un kidnapping et rien d'autre, hein, de ce programme d'enfants otages. Et puis, ce qui est assez étrange, c'est que les dictateurs, finalement, je ne sais pas si c'est par assurance, par ego, par folie, en fait, n'ont aucune peur à annoncer ce qu'ils vont faire, même quand il s'agit du pire et de l'horreur. Et très vite, enfin, Maria Lvova-Belova a annoncé ses intentions et la raison de ce programme. Alors, elle invoquait la protection de l'enfance. Elle se vantait même à l'époque de chiffres faramineux. Elle racontait avoir kidnappé 700 000 enfants. Heureusement, le chiffre est moindre, mais il reste extrêmement important. Je trouvais ça un sujet prioritaire. Je trouvais que c'était un sujet prioritaire, d'abord parce que l'enfance est sacré. Et puis ensuite parce que, alors que des voix s'élevaient pour trouver des excuses à Poutine, pour dire que c'était l'OTAN qui avait fait peur à la Russie, qui abondait dans sa rhétorique, qu'il agissait pour protéger la Russie des agresseurs. Eh bien, en fait, ce programme systématique de déportation d'enfants, de kidnapping d'enfants, était extrêmement révélateur, et probablement le plus révélateur de l'intention génocidaire de la Russie à l'égard de l'Ukraine. Il s'agissait bien, après avoir cherché à bombarder toute trace de la civilisation ukrainienne en essayant d'anéantir sa population, de confisquer aussi la génération suivante, parce que évidemment, bah, dans un pays, c'est mathématique. Si vous confisquez la jeunesse, il n'y aura pas de génération suivante. Et surtout, ce qui était encore plus fascinant dans le projet de Poutine, c'était cette volonté non seulement de kidnapper ces jeunes, mais de les envoyer dans des centres de rééducation pour en faire des Russes. C'est-à-dire non seulement faire disparaître les Ukrainiens, mais faire naître de nouveaux Russes qui seraient soumis à la doctrine du dictateur et à son idéologie impérialiste. Donc, au moment où des voix s'élevaient pour lui trouver des excuses et où je voyais se dessiner comment vous dire, un projet redoutable et terrible qui mettait en péril non seulement l'Ukraine, mais l'Europe entière et les démocraties entières,
me souvenant de ceux qui trouvaient à Hitler de bonnes raisons d'avoir envahi l'Autriche et qui essayaient de convaincre l'Europe que Hitler n'irait pas plus loin, et on connaît la suite, eh bien, j'ai trouvé que ce sujet était extrêmement symbolique et représentatif du danger et pouvait fédérer et mobiliser et surtout faire en sorte qu'une lassitude de cette guerre ne s'installe pas. Voilà, j'espère que la réponse un peu longue est assez claire. Vous avez couvert pas mal de champs et déjà pas mal de questions, mais on y reviendra peut-être en partie. Je vais revenir sur un point que vous avez fait, qui est une sorte de parallèle ou de contre-champ historique. Vous avez dit que ce livre relevait pour vous d'une obligation morale. On sait que vos grands-parents sont morts assassinés à Auschwitz, que votre père et Raymond et votre oncle se sont évadés du train qui les emmenait vers Dachau. Est-ce que ce livre puise aussi, cette obligation morale, puise aussi pour vous dans cette histoire familiale qui est liée à la Shoah? Est-ce que c'est une façon de combattre à votre tour, avec vos armes, pour la liberté? Écoutez, je vais essayer de vous répondre de deux façons. La première, c'est que j'ai toujours considéré que la Shoah ne me donnait aucun droit, mais des devoirs. Je crois que quand on est issu d'une famille qui a été victime de crimes contre l'humanité, ça ne nous donne pas de droits ni de privilèges, vous voyez, qu'on accorderait aux victimes, mais ça nous donne un devoir qui est celui de lutter pour que cela ne se reproduise pas. Parce que nous, on sait. Là où certains peuvent dire, mais nous, on ne sait pas, ça ne nous a pas touchés, nous, on sait. Alors, quand j'étais enfant, évidemment, vers l'âge de 6-7 ans, j'ai demandé à mes parents pourquoi mes copains avaient des grands-parents et pas moi. Pourquoi moi, j'avais qu'une grand-mère, là où mes amis avaient deux grands-pères et deux grands-mères. Évidemment, la réponse ne venait pas, parce que comment expliquer à un enfant de 6 ans que on a torturé ses grands-parents et qu'on les a gazés et brûlés. Et puis, elle a fini par venir. Et quand elle est venue, j'ai posé une deuxième question, et pourquoi? Alors la réponse aussi était difficile, parce que comment expliquer à un enfant que des êtres humains peuvent être porteurs d'une haine et devenir des barbares? Mais on a fini par me l'expliquer. Alors il y a une troisième question qui est venue, très importante et qui a hanté mon adolescence, c'était: mais comment est-ce qu'on a pu laisser faire? Comment est-ce qu'on a pu fermer les yeux sur ce qui était en train de se passer? Et la réponse qui venait, et qui était invariablement la même, celle des professeurs et des adultes, était: on ne savait pas. Et comme je vous le disais au début de ma réponse à cette question, la Shoah, elle donne des devoirs. Et le devoir, c'est que plus jamais on ne puisse s'abriter derrière l'excuse de on ne savait pas. Donc dès que j'ai su, j'ai voulu écrire cette histoire. J'ai la chance d'avoir de nombreux lecteurs, et je me dis que quand mes lecteurs, et c'est déjà le cas d'ailleurs, parce que je suis absolument ému, mais stupéfié par, j'ai déjà reçu plusieurs centaines de lettres, le livre est sorti il y a une dizaine de jours, de gens qui me disent on a été bouleversés, mais on ne savait pas. Et c'est ça finalement le but de ce livre, c'est de faire en sorte que le plus de gens sachent. Le livre a ce pouvoir que l'information n'a pas. L'information, elle peut provoquer la colère. Elle le fait d'ailleurs souvent. Elle provoque l'émoi, mais c'est un émoi de courte durée. Le roman, il fait renaître l'empathie. Et l'empathie, c'est ce qui nous rapproche, là où l'information souvent nous éloigne. Vous voyez dans la période actuelle très complexe du conflit israélo-palestinien, à quel point le drame du 7 octobre, cette tragédie terroriste du 7 octobre, a été immédiatement effacé et englobé dans un flux de communication et de désinformation. Et finalement, au lieu que la société civile s'unisse pour la paix, vous avez dans un premier temps cette réaction de déshumanisation de la partie adverse et de l'autre, et d'attisement des colères et des haines qui entraînent la surenchère de la guerre, de la destruction, de la mort et de la douleur humaine. Le livre, il provoque le contraire. C'est-à-dire que le livre, il nous oblige, je dirais, dans la beauté du terme, il nous oblige à rencontrer l'autre. Et qu'est-ce qu'ont fait les nazis, et qu'est-ce qu'ont fait finalement tous les dictateurs? Ils ont toujours trouvé un coupable, et ensuite, ils ont réussi à déshumaniser ce coupable. J'ai entendu des témoignages de femmes russes qui ont adopté ces enfants et qui sont convaincus d'avoir bien fait. Ils sont convaincus d'avoir sauvé ces enfants, d'avoir rendu ces enfants, parce qu'elles n'ont entendu qu'une version de l'histoire, qu'une partie de l'histoire, et parce qu'elles sont, comment vous dire, sous l'emprise de la peur
de s'opposer au régime et de l'endoctrinement. Le livre fait de personnages nos amis, nos proches, nos semblables. Il transcende les frontières, il transcende les barrières des langues, il transcende les différences culturelles, ethniques, religieuses. Parce qu'une mère, c'est une mère partout dans le monde. Parce qu'un enfant, c'est un enfant. Que ce soit un enfant d'Ukraine, un enfant de Russie, un enfant d'Israël ou un enfant de Palestine, il appartient au sacré de l'enfance. Et si on ne protège pas les enfants, alors il y a plus, je dirais, il y a plus de projet d'humanité. Donc écrire ce livre, c'était pour moi un besoin parce que toucher un enfant, c'est ce qui est pour moi inadmissible. Alors, vous avez là aussi répondu à beaucoup de questions possibles sur le sujet. Vous évoquiez les réactions des lecteurs euh, et le fait de chercher à déclencher de l'empathie chez des lecteurs. Qu'est-ce qu'il en est des lecteurs russes? Est-ce que justement cette capacité que vous avez de raconter la grande histoire, dirait-on par formule, à travers la petite, est-ce qu'il serait possible, est-ce que vous pensez qu'on peut encore déclencher cette empathie que l'information, la politique, les appels, la diplomatie, les relations usuelles du monde ne peuvent pas déclencher dans un peuple qui est soumis à un endoctrinement ultranationaliste totalitaire qui ne laisse aucune discordance. Donc, est-ce que, d'après vous, c'est un véhicule pour toucher plus directement la population? Et est-ce que vous souhaitez aussi, au-delà de l'empathie, susciter peut-être chez certains l'ébauche d'un sentiment de révolte contre ce régime? Oui, bien sûr. Alors, pour répondre à votre question, si on parle des lecteurs russes, vous avez aujourd'hui beaucoup de Russes qui sont en exil, qui vivent en exil et qui, comment vous dire, n'adhèrent absolument pas au régime de Poutine. Et parmi eux, beaucoup ont peur de le dire parce qu'il ne faut pas oublier ils ont de la famille qui est restée en Russie. Et la répression est terrible, hein. Vous savez qu'il y a Le encore mal peu de extérieur. temps, non, mais il y a peu de temps, une enfant de 10 ans en Russie, dans sa classe, s'est élevée pour dire qu'elle était contre la guerre et que cette guerre, c'était pas bien. Son professeur l'a dénoncé aux autorités. La petite gamine a été arrêtée en classe. Son père a été arrêté. On a condamné son père à 2 ans à 2 ans de prison et on a enlevé à son père l'autorité parentale et la jeune fille a été confiée dans un foyer ou à une famille d'accueil. C'est vous dire le niveau d'obsession, de répression du gouvernement de Poutine, qui ne supporte aucunement que l'on s'oppose à sa doctrine. Vous rappelez-vous qu'en Russie, le fait d'avoir qualifié de guerre ce que Poutine appelait opération spéciale peut vous conduire en prison pour 10 ans de prison. Et ce n'est pas une menace en l'air, c'est-à-dire que des gens sont aujourd'hui en prison en Russie pour ça. Donc, évidemment, les Russes qui sont en exil et qui s'opposent au régime de Poutine, et les Russes qui sont en Russie et qui s'opposent au régime de Poutine, sont terrorisés à l'idée d'exprimer leur mécontentement. Mais ce qui est extrêmement important dans ces périodes-là, d'abord, c'est de leur faire ressentir qu'ils ne sont pas seuls. Parce que la dictature, quand elle impose le silence, elle crée aussi cette solitude de la résistance. Elle veut donner l'impression à celui qui veut résister qu'il est seul, que personne d'autre ne veut résister. Or, le livre, c'est un lien sociétal. Le livre, il passe le manteau. Et à partir du moment où le livre est lu par plusieurs personnes, il crée un lien secret, il crée une confidence, mais une confidence qui est partagée. N'oublions pas que la première chose que font les dictatures, c'est de brûler les livres. Ça n'est pas pour rien. Rien ne fait plus peur à un dictateur que la culture. Regardez, même chez les graines de dictateurs, prenez Ron DeSantis par exemple. C'est un personnage très intéressant en Floride, Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, qui a, je dirais, tous les attributs de la dérive mentale d'un dictateur. Il a un vrai comportement de dictateur. Alors, il ne l'est pas encore parce qu'il y a des institutions américaines qui l'empêchent de l'être. Mais quel est son cheval de bataille? C'est de mener une guerre à la culture et de bannir les livres qui expriment des pensées avec lesquelles il n'est pas d'accord, de les faire bannir des écoles, de les faire bannir des bibliothèques. Et la campagne de Ron DeSantis s'est menée sur la destruction d'une culture qui vient, comment vous dire, s'opposer à ce que lui prétend. Et c'est exactement ce que fait Poutine. Poutine a fait bombarder les cimetières où reposent les artistes ukrainiens du 18e, du 19e, parce qu'il veut faire disparaître toute trace de la culture ukrainienne. La culture,
N'oublions pas que c'est ce qui restera le plus longtemps. Le peuple de l'Égypte ancienne a disparu depuis très longtemps, mais l'existence du peuple de l'Égypte ancienne est toujours extrêmement présente dans nos cultures et dans nos sociétés parce que les traces de la culture de l'Égypte ancienne sont encore là. Vous voyez, quand vous êtes devant une pyramide ou devant un sphinx ou devant un hiéroglyphe, vous ne pouvez pas nier l'existence, vous voyez, du peuple de l'Égypte ancienne. Il est là. Évidemment, si vous rasez tout cela, si vous faites disparaître cette culture, vous pouvez réécrire l'histoire en disant que ce peuple n'a jamais existé. Et pourquoi pas vous installer en Égypte en disant que, vous voyez, l'Égypte n'a jamais été là avant. Et c'est exactement ce que veut faire Poutine. Raser l'Ukraine, faire disparaître toute trace de la culture. Il est déjà en train de réécrire les livres d'histoire en Russie, dans lesquels l'Ukraine n'existe pas et dans lesquels les villes ukrainiennes auraient toujours été russes. Donc, oui, c'est très important de communiquer auprès du lectorat russe. Alors, j'ai la chance, moi, d'avoir un lectorat russe qui est important. Bon, évidemment, c'est un lectorat aujourd'hui qui n'aura pas accès à ce dernier livre qui est censuré. Mais le fait de le mettre en libre accès sur Internet, c'est aussi, comment vous dire, comme ces billets qu'on faisait passer. C'est pas du tout une démarche prétentieuse, hein, c'est une démarche très humble qui consiste à faire passer une petite histoire à des copains, je dis ça entre guillemets, qui vivent des deux côtés de la frontière et qui, au-delà de leur nationalité, partagent la même envie de paix et la même envie de respect de l'autre. Et c'est un moyen de leur dire, vous voyez, vous n'êtes pas tout seul à penser ça. Et puis, c'est aussi un moyen de leur dire, vous voyez, on ne vous déteste pas. C'est votre gouvernement contre lequel, ce sont les horreurs commises par votre gouvernement, mais c'est pas vous. C'est pas vous directement. Et moi, je crois, alors peut-être suis-je naïf, mais je crois que si de 1930 à 1939, des auteurs populaires avaient publié des romans sur les conséquences du nazisme et, si comment dire, la souffrance des victimes s'était exprimée dans ces romans, peut-être qu'un plus grand nombre d'Allemands se seraient opposés à la montée du nazisme. Et peut-être que la société allemande ne se serait pas laissée entraîner dans le nazisme. Je ne peux pas croire qu'un bien sûr c'est impossible, mais imaginez que le journal d'Anne Frank, alors c'est impossible parce qu'évidemment ça n'est pas dans la chronologie des faits, mais c'est le journal d'Anne Frank avait été un livre très lu en Allemagne en 1935, la rhétorique n'aurait pas pu être la même si une grande partie de la population avait été touchée. Et puis plus personne n'aurait pu dire on ne savait pas. Voilà. J'imagine une femme ou un homme, une famille qui se disent patriotes et qui voudraient adopter des enfants ukrainiens en croyant bien faire, eh bien, s'ils lisent la Symphonie des monstres, il y a de grandes chances qu'ils n'aient plus envie de le faire. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'intention génocidaire caractérisée par le fait qu'il y ait une volonté d'effacer la culture et le futur d'un peuple. Vous avez dit aussi que pour vous, ce programme de déportation n'était pas une conséquence de l'invasion qui s'était faite par improvisation tactique, je dirais, dans la progression militaire, mais que c'était un des signes avant-coureurs parce qu'il a été conçu avant. Est-ce que c'est le cas et est-ce que pour vous, cette planification du crime contribue aussi à le caractériser, à lui donner sa nature et évidemment à l'aggraver? C'est pas que je le dis en fait, c'est que l'auteur de ce programme, Maria Lvova-Belova, le déclare elle-même. Et elle le déclare avec document à l'appui, c'est-à-dire que le programme il a été rédigé. Et donc on sait très bien qu'il a commencé quelques mois avant la guerre, que les enfants qui avaient été envoyés dans des camps de vacances en Crimée ont été retenus déjà, et que les programmes de formation dans ces centres de rétention, dans ces centres de vacances en Crimée avaient déjà changé. On sait que quantité d'installations ont été construites quelques mois avant la guerre pour accueillir ces enfants. On sait que des pensionnats, des centres de rééducation ont été dressés, que des professeurs ont été formés, que pour les adolescents les plus âgés, des centres d'entraînement militaire pour jeunes hommes ont été établis.
avec pour but de les envoyer au front, lutter contre leur propre pays dès qu'ils auraient atteint la majorité. Derrière, vous avez une mécanique implacable qui a été mise en œuvre, parce que pour accueillir 80 000 enfants qui ont été kidnappés, il y a une logistique, il y a une logistique éducative, il y a une logistique alimentaire, il y a une logistique, il y a un encadrement. Donc c'est une adhésion, c'est un programme qui est initié au sommet de l'État, mais qui derrière nécessite l'adhésion d'un très grand nombre de personnes. Aucun crime contre l'humanité ne peut être commis par une seule personne. Il faut qu'il y ait une quantité de gens qui adhèrent à cela. Vous voyez, Hitler n'aurait pas pu gérer tout seul les camps de la mort. Il fallait derrière qu'il y ait toute une chaîne de collaborateurs et d'organisateurs et de logisticiens. Donc très tôt, justement, des logisticiens, des enseignants, des maires, des préfets, enfin l'équivalent des maires et des préfets se sont impliqués. Et d'ailleurs, quand j'ai mené l'enquête, et les documents sont en ligne, ils sont disponibles, vous avez un très grand nombre de ces collaborateurs du programme qui s'affichent très fiers d'eux et qui expliquent ce qu'ils ont fait et qui se photographient avec des enfants qu'ils ont récupérés et qui sont très très fiers de leurs actes. Justement, ces familles qui accueillent les enfants, vous en avez parlé, vous avez indiqué que peut-être le roman, l'empathie qu'il peut susciter, l'identification, vous cherchez à éveiller une part de conscience chez eux, parce que d'un autre côté, on ne peut pas les qualifier eux-mêmes comme des co-auteurs, des complices. Comment les appréhender, ces familles Alors, russes? il faut faire attention, justement, il faut faire très attention aux généralités, parce que vous avez ceux qui sont parfaitement conscients, qui savent ce qu'ils font, comme par exemple cette femme dont je relate le témoignage dans le roman, qui est passé à la télévision russe et qui dit nous avons ma nouvelle famille est une petite Russie en elle-même. Nous avons repris 5 régions ou 4 régions à l'Ukraine. Moi, j'ai pris 4 enfants. Et d'ailleurs, on ne peut pas les Ukrainiens, on ne peut pas nous reprocher d'avoir pris ce qui nous appartient. Bon, cette femme, elle est comment vous dire, si on fait une comparaison avec le régime nazi, elle est nazie. Vous voyez, je suis en train de dire que c'est une nazie. Je veux dire que si mais si je refais un parallèle avec le régime nazi, il y avait dans l'armée une quantité de soldats qui étaient là parce qu'ils n'avaient pas le choix. Vous voyez, c'est quelque chose que mon père m'a toujours dit. Il y avait des jeunes soldats allemands qui avaient été enrôlés dans l'armée parce que s'ils avaient refusé, on leur tirait une balle dans la tête. Et puis basta. Et que la peur fait faire la peur vous fait faire beaucoup de choses. Donc il faut faire la part des choses entre les familles qui le font menant tambour battant cette idéologie. Et puis vous avez aussi des familles qui ont recueilli ces enfants parce qu'il fallait les recueillir. Vous voyez, vous avez des familles qui sont bercées dans une semi-ignorance, c'est-à-dire que si on frappe à la porte d'une famille en disant écoutez, voilà, il y a cette gamine qui est orpheline, il faut s'en occuper, vous en avez qui se sont occupés parce qu'il fallait s'occuper. Donc c'est là qu'il est aussi très important quand on parle de ne pas stigmatiser tout le monde. Discriminer. Donc il y a bien sûr que parmi les femmes, si vous voulez, ceux qui font partie de la chaîne d'organisation de ce programme sont des collaborateurs du régime. Mais on ne peut pas ignorer que parmi les coupables, il y a aussi des gens qui ont agi de façon innocente. Vous voyez, il ne faudrait absolument pas avoir la même radicalité de comportement que les dictateurs et que les autocrates. Donc je veux croire, peut-être aussi par naïveté, qu'un certain nombre de ces familles d'accueil le font avec une bonne intention, vivant dans l'ignorance. Vous voyez, dans l'ignorance de ce qui s'est passé, de l'origine de ces enfants. Parce qu'il y a aussi beaucoup de ces familles à qui le régime a raconté que ce sont des orphelins abandonnés par leurs parents, vous savez, on endoctrine les enfants en leur faisant croire que leurs parents soit que leurs parents sont morts, soit que leurs parents les ont abandonnés, soit que leurs parents ne veulent plus d'eux. Vous vous doutez bien qu'on a aussi forcément endoctriné un certain nombre de ces familles d'accueil pour les révolter encore plus contre les Ukrainiens. Quel meilleur moyen d'endoctrinement que de dire à une famille russe, vous vous rendez compte, leurs parents ne veulent plus d'eux. Donc, occupez-vous, il faut vous en occuper. Donc, voilà quoi. Justement, je rebondis sur ce que vous dites.
il y a un caractère aussi d'urgence dans ce combat, puisque, Oui, en tout cas pour les plus jeunes, la mémoire s'efface vite chez un enfant. Est-ce que Poutine joue aussi, on le sait, sur le temps, sur la lassitude à l'échelle stratégique, mais dans cette affaire-là aussi, sur le temps pour faire perdre aux enfants leur mémoire familiale, culturelle, bien sûr. voire les retourner d'une certaine façon Mais, contre mais, mais, leur mais, peuple? mais c'est le cœur même de son projet. C'est absolument le cœur de son projet. C'est-à-dire que son projet, c'est de capturer des enfants. Alors, évidemment, la mémoire d'un enfant de 15 ans, elle est persistante, hein. La mémoire d'un enfant de 5 ans, elle ne l'est pas. Donc, le but, c'est d'en capturer le plus vite possible. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils vont même chercher des bébés dans les pouponnières euh, et, euh, et dans les maternelles. L'idée, c'est bien entendu de repeupler une Russie dépeuplée, parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes au front. Donc il s'agit de repeupler le pays, Et en et il asile. s'agit bien évidemment, et de recréer de la force vive, et puis de la chair à canon, euh, et d'en faire une jeunesse russe aussi endoctrinée que la jeunesse hitlérienne était endoctrinée. D'ailleurs, les jeunes de 15-16 ans, on leur colle immédiatement des tenues qui sont des uniformes quasi militaires avec des écussons russes. On leur fait chanter l'hymne russe le matin. On leur apprend dans les livres d'histoire qu'on leur a menti, que l'Ukraine n'a jamais existé et que la Russie est là pour les sauver. Et d'ailleurs, dans la perversion, on ne les accueille pas du tout comme on accueillerait un prisonnier. C'est-à-dire qu'on les accueille avec beaucoup de bienveillance. Des mères, par exemple, organisent des réunions d'accueil où les enfants, on leur donne des cadeaux. Les On leur enfants dit, sauvés. Oui. oui, ça y est, vous êtes maintenant entouré de gens qui vous aiment et qui vous protègent. Vous voyez, c'est pas du tout mettre des enfants dans des prisons C'est pour. une C'est au contraire, perversité calculée. Ouais. c'est une perversité. Donc oui, la réponse à votre question, et c'est absolument le projet de Poutine, et c'est pour ça qu'il y a une urgence. Et j'espère que ce livre, dans sa diffusion en Europe, va contribuer, comment vous dire, à pousser enfin, nos responsables politiques à plus d'indignation et à plus d'urgence, hein, et à agir fermement. Parce que s'il y a, pardon, hein, mais j'entends des voix ici et là qui disent au sujet de l'Ukraine qu'il faudrait commencer à négocier. Parce que, Parce que ça alors nous coûte cher. Oui. voilà, j'ai envie de leur Effectivement. rappeler que si on avait négocié en 1943, à l'époque où tout semblait perdu, la moitié de l'Europe aujourd'hui serait encore en Asie. Mais passons là-dessus. Et sur l'absence de courage de certains. Mais avant tout préalable à quelques négociations, il y a une phrase que je vais dire et qui me paraît couler de bon sens. Rendez-nous nos enfants. Ouais. Rendez les enfants. Quand vous aurez rendé les enfants, on pourra discuter de qu'il est intéressant ou pas de négocier. Mais il ne peut pas y avoir de préalable à une négociation avec des monstres qui n'ont avec des monstres qui n'ont. Allô, vous êtes toujours là? Toujours là. Ouais. Alors vous me voyez toujours? Parfait. Bon, moi je vous vois plus parce que à chaque fois Parfait. qu'on essaye de m'appeler sur ce téléphone que je ne sais pas couper, malheureusement, je perds votre image. Donc on va continuer comme ça, même On si va je vous vois continuer, c'est pas plus. grave. Oui, tout à fait. Et alors, dernier point sur ce sujet, on parlera un peu du roman après. Vous visez aussi donc le lecteur occidental, l'opinion publique occidentale, parce que et prévenir le risque de lassitude. On est dans nos sociétés dans un contexte de surenchère et de concurrence informationnelle. On voit bien que ce qui se passe en Israël a de facto fait passer l'Ukraine au deuxième rang, au troisième rang de l'actualité. Et il y a effectivement cette musique politique de lassitude et d'accommodement. Est-ce que vous craignez que et l'opinion et ses représentants élus euh, se lassent et cherchent à se diminuer, à sortir du soutien à l'Ukraine? Oui, bien sûr que je le crains. Évidemment que je le crains. Mais d'ailleurs, les politiques ne réagissent qu'en fonction de l'opinion, le plus souvent. Vous savez, j'ai toujours pensé que la différence entre un responsable politique et un grand leader politique, c'est que le responsable politique enfin, fait ce qu'il faut quand c'est possible, le grand leader fait ce qu'il faut quand il faut le faire. Ça peut paraître subtil, mais c'est extrêmement important. Quand, quand un, quand un territoire est menacé par un incendie qui arrive sur trois fronts,
Si vous vous dites, bon, écoutez, on va l'éteindre que d'un seul côté, bah, vous êtes stupide, parce que le feu vous brûlera par le côté que vous n'avez pas combattu. Aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'action terroriste du Hamas, euh, du devenir du peuple palestinien, qui lui aussi est prisonnier des terroristes du Hamas, qu'il s'agisse de la guerre menée en Ukraine, qu'il s'agisse de la renaissance des djihadistes qui ont cette semaine massacré 875 personnes, sans qu'aucune caméra de télévision n'en fasse état. C'est une seule guerre qui est en train de se mener, et qui est une guerre absolument décisive, mais décisive dans ce premier quart du 21e siècle qui va se terminer dans 2 ans. C'est la guerre des dictatures contre les démocraties. C'est uniquement ça qui est en train de se jouer. Et si on avait tenu tête à la Russie, si on avait sanctionné la Russie, si on avait tenu tête à Poutine au moment où il apportait son aide à Bachar el-Assad, si après que Barack Obama ait parlé d'une ligne rouge quand des armes chimiques ont été déployées sur des enfants syriens, si au lieu de simplement de le dire, on avait agi, je n'ai aucun doute que Poutine aujourd'hui n'aurait pas envahi l'Ukraine. Parce que chaque fois qu'on laisse un dictateur dans l'impunité, on l'invite à aller plus loin. Chaque fois. Vous voyez, aux États-Unis, aujourd'hui, il y a plein de procès contre Donald Trump. Il n'avait qu'un seul projet lors d'un deuxième mandat, c'était d'installer un régime autocratique aux États-Unis, sur le modèle d'Erdogan en Turquie, à servir la justice. Et vous savez, bien des dictatures commencent par l'élection démocratique d'un autocrate. Et c'est un des plus grands dangers qui nous menacent. Les Ukrainiens qui meurent aujourd'hui dans les tranchées ukrainiennes et sous les bombardements ukrainiens ne meurent pas seulement pour libérer l'Ukraine. Ils meurent pour empêcher que ce soit nous les prochains sur la liste. Donc, il est plus important que jamais de se mobiliser pour que nous ne baissions pas les bras. Et je vous le redis, je ne pourrais pas ajouter autre chose. Si on avait baissé les bras en 1943, aujourd'hui, la moitié de l'Europe serait nazie. Et d'ailleurs, ce roman, pour y venir au livre, il n'arrive pas ex nihilo, il poursuit un travail de dénonciation de ce que vous avez appelé le pacte des autocrates, qui est aussi le Oui, titre d'un livre récemment, et dans lequel vous avez déjà, dans le chapitre précédent, vous êtes intéressé au cas Loukachenko et à la Biélorussie. Donc ce roman, il est sur et pour le peuple ukrainien, mais comme vous l'avez dit, plus largement, comme un symbole des menaces que font peser les régimes autocratiques, la Russie au premier chef, contre les démocraties absolument. occidentales. Oui, Sur, absolument. sur le roman en lui-même, rapidement, il nous reste peu de temps, le personnage de Valentin est un enfant hors norme, qui est d'une grande précocité, qui est aussi muet. Quel est le symbole qu'il faut y voir? Est-ce que c'est aussi le symbole de la résistance farouche et hors norme, pour nous en tout cas, des Ukrainiens et de leur volonté de se battre? Oui, oui, absolument. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il voit tout, il entend tout, il est d'une intelligence redoutable et il n'arrive pas à parler. Mais en même temps, il a aussi un pouvoir extraordinaire. Euh, c'est de trouver son courage dans l'imagination. Vous savez, finalement, la résistance à l'oppression, c'est la capacité de surmonter sa peur. Ce qui barra la route à un dictateur, c'est de pas céder à la peur qu'il veut vous imposer. C'est d'avoir ce courage-là. Et le courage, c'est très difficile d'avoir du courage. Euh, mais quand le courage vous gagne, c'est une force que plus rien ne peut arrêter. Et c'est pour ça d'ailleurs que toutes les dictatures ont toujours fini par tomber. Et qu'aucune dictature n'a fini par durer. Euh,
Donc, comment vous dire, Valentin, il est le symbole de ce courage-là. C'est-à-dire que ce petit garçon de 9 ans, il n'a qu'une envie, c'est de s'évader, de retrouver ses parents. Et alors que tout doit lui faire peur, hein, il transforme sa peur en allant chercher du courage dans son imagination. Et je crois que c'est ce que tous les mouvements de résistance ont fait. Et d'ailleurs, c'est la grande différence, hein, et je terminerai là-dessus, c'est la grande différence entre la résistance et le terrorisme. Euh, la résistance, hein, c'est ceux qui veulent sauvegarder la vie. Les terrorismes, c'est ceux qui honorent et qui glorifient la mort. C'est pas compliqué, hein, vous voyez la différence. Et nous sommes dans le camp de la vie. Euh, Vous avez aussi choisi de placer au centre du roman Maria Lvova-Belova elle-même, qui est la commissaire aux droits de l'enfant de Poutine. Euh, Quelques mots là-dessus. Elle est l'auteur de ce programme de déportation et de kidnapping massif, hein. C'est une fanatique, hein, absolue. C'est un monstre. Et dans la définition propre du mot monstre, Poutine lui a donné des moyens de mettre en place de mettre à exécution son programme diabolique. Je trouvais très important de la nommer parce qu'il ne s'agit pas d'un personnage de fiction, il s'agit d'un personnage réel. Vous voyez, si vous faites apparaître Goebbels dans un roman, il ne faut pas changer son nom. Bah, écoutez, c'est à peu près pareil, quoi. À quoi, pardon, renvoie le terme de symphonie que vous avez choisi? Est-ce qu'il faut y voir Ouais, il y a moi, une forme d'oxymore. Oui. Il y a une forme d'oxymore dans le titre La Symphonie des monstres. Et j'ai utilisé ce mot symphonie parce qu'une symphonie, ça peut être aussi une cacophonie, parce qu'une symphonie, ça peut être extrêmement attirant. Et finalement, les peuples qui sont sous l'emprise des dictateurs sont sous l'emprise de cette symphonie où le patriotisme a viré en nationalisme. Or, le nationalisme, c'est une tumeur maligne. Le patriotisme, c'est d'aimer son pays. Le nationalisme, c'est de détester tous les autres. Et, euh, et donc, j'ai voulu cet oxymore parce que la symphonie, ça peut paraître quelque chose de très séduisant. Et là, il s'agit de la symphonie des monstres. On aurait pu appeler ça le chant des sirènes, hein, mais je trouve les sirènes assez sexy. Donc, j'ai préféré appeler ça la symphonie des monstres. D'accord. Il y a un rôle aussi de la musique, sans spoiler, elle est très présente dans une scène Dans une scène, ouais. importante du livre. Euh, Oui, non, en fait, je ne pourrais pas spoiler le livre, mais c'est une scène qui est assez symbolique. C'est-à-dire que c'est une scène où un grand nombre de Russes sont invités dans ce théâtre pour cette cérémonie d'adoption massive. Et tout est beau, le théâtre, les rideaux, les décors, l'orchestre qui joue, et c'est une symphonie. Et cet événement semble les rassurer, montrer que c'est un grand élan d'humanité, alors que c'est un moment de monstruosité terrible. Et c'est là que la confusion se fait. Et c'est toute la symbolique du livre qui est dans cette scène. Mais je ne veux pas trop spoiler l'histoire. Évidemment, évidemment. Marc-Élie, on va vraiment à nouveau vous remercier du temps que vous nous avez consacré et surtout de la très grande qualité de vos réponses et de votre analyse qui nous éclaire et qui rejoignent, je crois, parler au nom des autres membres de l'association sans aucun doute, nos convictions. Une dernière question sur les Ukrainiens, pour leur laisser le dernier mot. Vous avez été plusieurs fois en Ukraine. Vous avez rencontré le président Zelensky, vous avez rencontré des soldats, des militaires, des... Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes allé Oui, en Ukraine au contact de ces combattants? oui. Alors, j'ai pas rencontré. Non, Moi, je l'ai rencontré. Lui, il ne m'a pas rencontré. J'ai d'accord. assisté à un C'est pas... forum. Non, j'ai Oui. assisté à un forum en Ukraine où il est venu nous parler. En revanche, j'ai rencontré ce matin, dans le cadre d'une émission de télé, la première dame d'Ukraine, Madame Zelenska, avec qui j'ai fait un entretien télévisé ce matin, qui sera diffusé dimanche sur France 5, je crois vers 18h30 ou 19h, dans l'émission C'est politique. Et ça a été une très jolie rencontre de 20 minutes. J'ai été en Ukraine, j'ai pu me promener dans Kiev, j'ai été absolument bouleversé en allant devant le conservatoire de musique, me recueillir devant les milliers de drapeaux qui flottent au vent et qui chacun représente un Ukrainien, une Ukrainienne mort sous la tyrannie de Poutine. J'ai pleuré, je vous l'avoue, en voyant cette femme qui serrait ses deux enfants de 7 et 10 ans, et tous les trois pleuraient devant un de ces petits drapeaux.
parce que ces enfants, ils auraient pu être les miens. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, le plus humblement possible aux Ukrainiens, je leur dirais deux choses. D'abord, merci. Merci parce que je sais que vous mourrez aussi pour nous. Et je le sais du fond du cœur. Et si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je le sais que je l'oublierai jamais. Et merci pour votre courage, parce que c'est votre courage, votre dignité, votre humanité qui, dans ces moments si terribles, partout dans le monde, nous redonne foi en l'humanité. Parce que votre dignité, votre ténacité, votre humilité et votre amour de la vie et votre respect de la vie, ce sont des leçons d'humanité pour les générations à venir. Et je sais que cette guerre, vous allez la gagner. Et j'avais presque envie de dire on va la gagner, sauf que moi je fais pas grand-chose. Mais vous allez la gagner. Et je sais que dans les générations à venir, vous serez des lumières dans la nuit. J'en ai aucun doute. Vous serez des lumières dans la nuit, comme on parle aujourd'hui de la résistance. Et comme la résistance, ceux qui ont résisté pendant la Deuxième Guerre mondiale contre des forces qui étaient beaucoup plus puissantes qu'elles, sont restés des lumières au milieu de tous ceux qui avaient cédé et qui s'étaient enfouis dans l'obscurité. Alors je voudrais vous dire merci, et puis je voudrais vous dire que vous n'êtes pas seul, et que même dans les moments les plus terribles, il y a beaucoup de gens, croyez-le, j'en suis certain, il y a beaucoup de gens qui vous suivent, qui vous aiment, et qui sont prêts à tenir bon avec vous jusqu'au bout. Voilà.